Et on le voit là depuis qu'on a lancé le projet, c'est qu'on a des gens du monde entier qui se connectent sur la plateforme, qui sont séduits par cette approche-là. Et en fait, on discute déjà avec nos partenaires à l'étranger, et donc on se dit, bah, il faut qu'on ajoute des chevaux étrangers, il faut qu'on ajoute des courses étrangères, et très vite, en fait, qu'on propose cette expérience-là et qu'on arrive à évangéliser au-delà des simples courses françaises. Alors après, on a de la chance, on est en France, c'est parmi les plus belles courses du monde. Bah, tu vois, c'est l'énergie de 7 ampoules dans le couloir pendant l'année. Euh, et, euh, et c'est sans doute déjà trop, mais en fait, quand tu pars, bah, tu l'éteins pas. Donc c'est le même niveau, donc il faut dédramatiser. On n'est pas là en train de. De euh, détruire le monde. voilà, exactement. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une occasion un peu particulière dans un lieu qui est quand même mythique dans Paris. On est à l'hippodrome de Longchamp. Aujourd'hui, on va faire une interview avec le directeur de l'innovation du PMU, donc Constantin Garot. On est là donc pour parler des NFT, de la collection de NFT que vous allez lancer, mais également du business model de PMU, de ce que ça représente aujourd'hui le sport hippique. On va parler des paris, on va parler un peu de tout ce qui est blockchain aussi. Donc l'idée c'est de faire vraiment quelque chose de global et on finira comme d'habitude sur des notes un peu plus personnelles. Ok, Donc déjà bienvenue, bienvenue merci chez Hawk. beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci d'ailleurs aussi à l'hippodrome de nous accueillir. C'est vraiment incroyable d'avoir ce cadre avec nous qui correspond bien au sujet qu'on va aborder. Et du coup, pour commencer, est-ce que tu pourrais juste parler du PMU en Ouais, général? bien sûr. Le PMU, c'est une entreprise qui est un peu particulière. C'est une entreprise qui a commencé en 1930 et dont la mission principale est de financer le monde du cheval, donc la filière du cheval. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on organise les paris, la prise de paris sur les courses de chevaux, donc traditionnellement dans les points de vente, dans les bars, partout en France. Les Français vont parier et donc nous, on va collecter ces paris, on va organiser le pari, on va rendre une grosse partie aux joueurs. Et puis ensuite, il y a toute une partie, le profit, une fois qu'on a payé nos impôts et nos charges, qui est reversé aux sociétés qui organisent les courses et qui vont de cette façon-là irriguer tout un écosystème. D'accord, Donc, donc il n'y a pas en fait de profit qui est gardé en trésorerie de l'entreprise. non, vraiment notre enjeu, notre mission, c'est celle-là, c'est de financer cette filière-là, qui est une filière agricole, hein, quoi, donc avec des entraîneurs, des éleveurs, des gens qui soignent les chevaux, d'autres qui tous les jours s'en occupent, d'autres qui montent dessus, d'autres qui les transportent, etc. Donc c'est tout un écosystème, plusieurs dizaines de milliers d'emplois qui sont financés grâce à ça. D'accord. Et l'hippodrome, du coup, est-ce que ça en fait partie? L'hippodrome, il appartient aux sociétés qui organisent les courses, donc c'est une des sources de financement. Après, l'hippodrome, il a d'autres sources de financement. Il accueille des événements, il fait de la billetterie, il organise par ailleurs des concerts, des événements dans ce cadre-là. Mais oui, le pari fait partie des sources de revenus des sociétés auxquelles appartiennent ces hippodromes. Donc là, on est à Longchamp, ça appartient à France Gallo, qui organise les courses de galop et d'obstacles. Et de l'autre côté de Paris, il y a Paris-Vincennes, qui est l'hippodrome qui lui appartient aux sociétés qui organisent les courses de. Et maintenant, parlons un peu de toi, de ton parcours. Qui es-tu? Comment est-ce que tu es arrivé chez PMU? Quelle est ta mission aujourd'hui? Constantin, moi je suis directeur de l'innovation. Je fais ça depuis un peu plus d'un an. J'ai rejoint le PMU il y a bientôt 3 ans. Traditionnellement, moi je viens ni de l'univers des courses, ni des métiers dans lesquels je suis aujourd'hui. Moi j'ai travaillé dans des éditeurs de logiciels français et américains dans lesquels j'avais une fonction commerciale. Et puis voilà, les choses ont fait qu'on m'a proposé de venir mettre en œuvre ce que j'avais l'habitude de vendre chez d'autres. Et donc pour moi, le challenge m'a paru intéressant. Et donc ça fait 3 ans que je fais ça. Et j'avoue que c'est passionnant. Très bien. Et aujourd'hui, si tu devais décrire ton poste, ce que tu fais au travail aujourd'hui, Ouais. est-ce que c'est des rendez-vous, des appels? Est-ce que c'est du Photoshop? Non, donc en fait, il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet qui est de dire il faut qu'on identifie euh, les projets, les technologies, les idées qui peuvent avoir de la valeur pour une entreprise comme le PMU. Donc il y a plein de questions qu'on se pose. C'est quoi l'avenir du jeu? C'est quoi l'avenir du pari? C'est quoi l'avenir du point de vente, etc. Donc il faut nourrir ces réflexions-là. Donc c'est un élément qui est important. Il y a une deuxième dimension qui est il faut se connecter à un écosystème de gens qui travaillent sur des sujets innovants, les startups, les fonds d'investissement, etc. Donc discuter avec eux et s'abreuver de ce qu'ils peuvent nous apporter. Et puis après, il y a aussi un sujet d'acculturation, d'expliquer expliquer ce qu'on fait. On verra tout à l'heure sur NFT et blockchain, mais moi, ce que je fais depuis un an, c'est surtout expliquer la blockchain, expliquer les NFT, expliquer ce que c'est, expliquer pourquoi ça a du sens pour ce que nous, on essaye de faire. Euh, et puis dédramatiser. Donc moi je dirais que j'ai beaucoup de temps sur le projet NFT dont on va parler, ça concentre vraiment l'essentiel de mes activités.
Et puis après, j'ai un gros travail qui est d'assurer le lien entre ces projets innovants et la direction du PMU, les sociétés qui organisent les courses pour les embarquer également. Et puis on a des autorités de tutelle, on a des ministères avec lesquels on travaille aussi. Donc voilà, c'est ça mon boulot. Donc c'est quelque chose de vraiment de coordination, de la Ouais, stratégie. ouais, Vraiment, c'est quelque chose qui va en fait permettre la mise en place de ces projets-là ouais, et ensuite identifier de nouvelles idées, ces nouvelles idées qui vont potentiellement aller au-delà du business model de base. Parce que exactement. justement, c'est une question que j'avais. Aujourd'hui, on voit que le monde devient de plus en plus digital. Ouais, Les paris, ça existe depuis des centaines, la voire des nuit des milliers temps. d'années. Ouais. Ça a toujours existé. Aujourd'hui, donc, on parle de la blockchain des NFT, mais avant, il y a eu une autre transition vers ce côté digital. Est-ce qu'on peut en parler un tout petit peu plus Ouais. pour connaître un peu l'évolution que PMU a connue? Alors, donc avant, avant de prendre ce poste-là, moi j'ai été directeur digital du PMU et donc on a travaillé, quoi. Moi j'ai travaillé sur les sujets, comment on accélère et comment on rend plus facile la digitalisation de la prise de Paris. Donc ça veut dire repenser le site, les apps et faire un travail de simplification dans les parcours clients. On voit que nos clients, ils deviennent de plus en plus digitaux. Après, ils restent massivement des clients de points de vente. C'est-à-dire que nous, notre canal prioritaire, c'est vraiment le point de vente. Mais voilà, il y a de nouveaux usages, il y a de nouvelles populations. En revanche, ce dont on se rend compte, et ça accompagne la réflexion, et pourquoi on est aujourd'hui à parler de NFT, c'est que l'activité qui consiste à parier sur des courses de chevaux, c'est une activité de gens qui sont initiés, des gens qui savent. C'est-à-dire qu'il faut savoir, il faut bien connaître les chevaux, il faut bien... Et donc c'est une activité dans laquelle euh, en fait, il va y avoir une transmission depuis quelqu'un qui sait vers quelqu'un qui ne sait pas. Mm. Il n'y a pas quelqu'un qui un jour, ou en tout cas c'est assez rare, quelqu'un qui installe l'appli en disant bah, tiens aujourd'hui je vais parier sur des courses de chevaux, j'ai envie parce que bah, assez souvent on ne sait pas par où commencer. Mm. Et donc on a un sujet qui est comment est-ce qu'on recrute des populations nouvelles. Et donc la conviction de notre direction générale et le plan qu'ils ont partagé, c'est de dire il faut sans doute que sur certains aspects on passe du pari au jeu. Le pari c'est Mm. compliqué. Le pari a une dimension un peu financière, quoi. C'est un produit qui est avec une complexité des mécaniques qui peuvent être compliquées. Et donc, le jeu, c'est simple en fait. La plupart des jeux, Mm. on a envie de. Quoi, je t'explique les règles, c'est simple et maintenant on joue. Et donc, l'idée, c'est d'ajouter, de faire cette transition-là et d'ajouter du jeu à notre univers de Paris. Donc, voilà. Donc, pour nous, c'est par ailleurs important. C'est-à-dire que le jeu NFT qu'on est en train de construire, c'est pas un pari. C'est pas un nouveau pari qui vient s'ajouter. Et notre conviction, c'est de dire si on le fait bien, on va le rendre accessible en fait. C'est ça qui est important. Mm. Il faut que ce soit facile. En fait, on se rend compte de ça dans plusieurs domaines, que ce soit l'investissement de base aussi, Ouais, qui pouvait paraître quelque chose d'inatteignable avant. Et aujourd'hui, on voit cette gamification d'investissement ouais, où pareil, en fait, on n'a même plus l'impression d'avoir de l'argent entre les mains. On voit ça avec les cryptos, notamment avec des protocoles comme PancakeSwap ou juste un truc d'un animal comme le Shiba, par exemple. ouais. Les gens, ils mettent de l'argent dessus parce que, et c'est pas parce qu'ils sont forcément convaincus, mais il y a des personnes qui se disent, bah, en fait, c'est fun. Et cette notion de gamification, elle aide à accéder à de nouvelles audiences, de nouveaux utilisateurs. Ouais. Et ensuite, dans ces nouveaux utilisateurs, il y en a qui vont arriver pour le côté gamifié, mais il y a d'autres qui vont vraiment s'intéresser au secteur. Et ça aussi, c'est d'autant plus intéressant de voir que peut-être vous allez avoir cette conversion de gens qui vont plus s'intéresser également aux courses de chevaux et qui vont devenir passionnés par ça. Ouais, après, notre objectif, c'est pas en fait, notre objectif, c'est de proposer une expérience qui soit satisfaisante. Donc, ce qu'on se dit, c'est si c'est sympa, si le jeu sur les courses de chevaux, il est sympa, que les gens s'amusent, ils vont avoir envie de s'y intéresser, d'en savoir plus. Notre objectif, en revanche, n'est pas de transformer ces joueurs en parieurs. C'est-à-dire qu'on assume le fait qu'on est un jeu et qu'on veut travailler et proposer une expérience de joueur. On n'a pas d'idée cachée qui est de dire, en fait, un jour, ces joueurs, si on les ambiance bien, ils vont devenir des parieurs. Ce n'est pas Mhm. l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de les transformer en joueurs satisfaits et de leur proposer quelque chose qui leur plaise. Et en revanche, on est assez convaincu que si on arrive à faire ça, bah, ça va nous permettre d'aller chercher un peu plus loin, d'aller chercher un peu plus au large, et que si on est bon, qu'on exécute bien, qu'on délivre bien ce qu'on a dit qu'on ferait, euh, en fait, on va trouver le business model aussi qui va bien. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça juste pour s'amuser, on fait ça parce qu'on est convaincu qu'on peut mettre en place des modèles, on peut mettre une, une économie à l'intérieur du jeu qui soit intéressante et pour ceux qui y participent et pour nous. Mhm. Très bien. Et du coup, ce projet-là va être dirigé par Stables. Ouais. Est-ce que tu peux juste
expliquer ce que c'est Stables, parce qu'on Ouais, tout à on fait. a parlé du PMU, mais Ouais. Donc le PMU a pas mal de contraintes. C'est une entreprise qui est régulée avec donc ce que je vous disais, avec un fonctionnement qui est. Et donc l'idée a été de se dire c'est quoi l'outil qui permettrait de faire ce projet et de le rendre vraiment d'en faire une réussite. Et donc on est arrivé assez vite à la conclusion qu'il fallait qu'on crée une entité qui va porter ce projet-là, qui va porter ce projet d'innovation, et qu'on se mette exactement comme si on était une start-up. De temps en temps, j'ai dit déjà dans d'autres interviews qu'on avait une approche frugale. L'idée, c'était pas juste de dire le PMU veut pas dépenser. L'idée, c'était juste de dire en fait, on se met comme si on était une start-up et on se met dans cette logique-là. Et donc, on s'est adossé à un startup studio donc, qui nous aide là-dedans, qui nous aide dans cette démarche-là, qui nous a constitué une équipe d'entrepreneurs qui sont maintenant ceux qui portent vraiment le projet avec moi. Et, euh, et on est organisé comme une start-up. On est je pense, assez agile et assez rapide comme si on était une start-up. Et on n'est pas juste un projet PMU en fait. On est devenu vraiment une entité, une équipe avec son mode de fonctionnement, avec sa culture, avec sa façon de travailler, etc. Moi, je trouve que c'est hyper efficace. Ça permet d'aller très vite. Je trouve ça en plus de ça hyper enthousiasmant parce qu'à l'intérieur de l'entreprise, à l'intérieur du PMU, il y a plein de gens qui ont envie de nous rejoindre. Et donc, ça montre aussi qu'on a réussi à expliquer et à donner envie. Et après, moi je trouve qu'on a une rapidité dans l'exécution qui est incroyable parce que voilà, c'est une équipe d'entrepreneurs qui ne se posent pas de questions, qui avance, qui pivote, et c'est extrêmement vivifiant pour une entreprise. mm, Après, moi mon rôle parfois c'est de freiner en disant bon bah là on ne peut pas aller trop vite en fait, il faut qu'on aligne tout le monde et donc il faut prendre ce temps-là pour le faire bien. Et donc voilà, et maintenant on a une équipe qui est un peu hybride dans laquelle il y a cette équipe cœur dont je vous ai parlé, il y a tout plein de gens de l'écosystème Web3 qui sur plein de sujets viennent nous aider. Et puis on a des équipes du PMU qui sont maintenant un peu hybrides et qui bossent 50% de leur temps sur des projets un peu traditionnels du PMU et 50% sur le projet. justement, c'est ce que j'allais dire, c'est est-ce que du coup, il y a eu des recrutements pour ce projet-là, ou est-ce que c'est des personnes uniquement du PMU qui ont été mis sur ce projet? Les deux. Les deux, en fait, ces projets enthousiasment beaucoup les plus jeunes parmi les salariés PMU, quoi, les derniers arrivés, les alternants, les stagiaires sont vraiment. Et Qui sont donc, plus jeunes du coup c'est aussi. aussi un super moyen de les projeter en disant bon bah voilà en fait on travaille sur des sujets qui sont les vôtres, sur lesquels vous passez beaucoup de temps et donc ça les excite beaucoup. Et puis après on a bien sûr staffé l'équipe en recrutant des profils Web3, des profils tech, des profils sécurité, à l'inverse des gens qui viennent du monde du jeu, etc. Donc voilà, Mm. l'idée était vraiment de constituer une équipe. On n'a pas voulu faire semblant en fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu soit sous-traiter cette activité à une boîte dont c'est le métier depuis toujours Mm. et qui l'aurait fait pour nous. Et on n'a pas voulu faire un projet en se disant bah, nous on est les meilleurs, on va se former à ces technos et puis on va délivrer un projet. Non, on a vraiment voulu le faire et jouer le jeu au maximum. Très bien. Et aussi, du coup, c'est une autre question qui me vient. C'est un projet qui est à côté du coup de PMU. Est-ce qu'il y aura quand même des rappels entre les deux de l'image que le projet y porte? Ou est-ce que l'idée, c'est d'en faire un projet totalement à part qui va avoir sa propre identité, qui va vraiment évoluer à côté? Ouais, alors le projet, il a sa propre identité, ça c'est sûr. Il a son nom, il a son identité, il a son logo, il a son site, son expérience, etc. Donc vraiment, et puis on le revendique quoi, culturellement. Pourquoi? Parce qu'on adopte plein de codes Web3 qui nous paraissaient avoir vraiment du sens. En revanche, bah, on est une fille ou on est une fille du PMU, quoi. Mm. Et notre ambition, et moi mon objectif, c'est de dire si on fait bien ce projet, si on travaille bien cette activité et qu'on la développe et que ça réussit, en fait, ça va rejaillir sur l'image du PMU, ça va servir l'image du PMU. Et après, ce qui est vrai aussi, c'est que je le vois sur le Discord, je le vois sur certains projets sur lesquels on discute, c'est bah, le fait que ça soit le PMU, ça rassure aussi. Donc la marque mère, elle nous protège. On ne va pas partir avec la caisse. En fait, on est une boîte sérieuse. C'est un énorme avantage parce que justement, ça sécurise tout le monde. De temps en temps, ça peut être un frein aussi, c'est que, bah, à l'inverse de plein d'autres projets et de plein d'autres startups, par exemple, on parlera tout à l'heure de jeux d'argent, mais on ne peut pas être dans la zone grise, nous. On ne peut pas faire comme si on ne savait pas ou comme si, voilà. En fait, on est une grosse entreprise, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi, n'importe comment. Donc, tout ce qu'on fait, on le fait à fond. Et puis, quand on ne sait pas, bah, on attend de clarifier avant de se lancer. Alors maintenant, on va parler du projet de Stables, Ouais, donc de la collection NFT en lui-même.
Et la première question qui vient, c'est pourquoi faire une collection NFT? En fait, pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est si on veut parler à des joueurs, si on veut parler à des nouvelles communautés, et notamment la communauté Web3, quoi. Nous, historiquement, le projet, donc il a démarré il y a un peu plus d'un an. Moi, je réfléchissais à comment est-ce qu'on peut. En fait, il y avait deux choses qui m'intriguaient. C'était Sorare, premier truc, de dire ah bah, c'est assez incroyable, ça ressemble à du pari sportif, c'est pas complètement du pari sportif, comment ça va marcher? Le deuxième, c'était Axie Infinity, qui était de dire bon bah il y a quand même des gars là, ils achètent des bébêtes, ils font des trucs. Est-ce que nous, en fait, si on hybridait un peu ces deux projets qui nous paraissent être amusants et intéressants, qui ont des communautés très fortes, est-ce qu'on aurait quelque chose à dire? Donc moi, j'avais fait un premier pitch avec une petite équipe qu'on avait constituée. Et donc ensuite, on a creusé ça et on s'est dit, OK, en fait, il y a plusieurs cibles. Il y a les communautés Web3. En fait, si on veut vraiment parler à ce nouveau monde-là, il faut qu'on se connecte aux communautés Web3. Il y a les joueurs, les gens qui sont joueurs de jeux vidéo, joueurs de play to earn, joueurs de... En fait, ces gens-là, ils ont aussi des codes, il faut qu'on comprenne et qu'on voit si notre idée, elle peut fonctionner. Puis après, il y a d'autres gens qui sont un peu les amoureux des chevaux et pour lesquels le pari n'est pas un produit qui les amuse. Donc des gens qui aiment beaucoup ça, qui aiment beaucoup cet univers, mais ils n'ont pas envie de parier. Et donc, on a regardé et on s'est dit, OK, le Sorare du cheval, ça ne marche pas. En fait, les chevaux, ils ont des carrières qui peuvent être très courtes ou qui peuvent être très longues. Ensuite, bah, il ne joue pas tous les 3 jours. En fait, un cheval, quand il court, c'est un effort incroyable. C'est un sportif de très haut niveau, mais après, il faut qu'il se repose. Il faut qu'il ait le temps de redescendre. Et donc, bah, de temps en temps, il va se passer 2 mois pendant lesquels le cheval ne court pas. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est voilà, il faut qu'on crée un fantasy game adossé à la réalité. C'est-à-dire que le lien avec le réel, il est hyper important. Mais il faut qu'on ajoute des mécaniques et qu'on travaille vraiment à ajouter des mécaniques de jeu, de gamification, pour permettre, bah, qu'est-ce qui se passe quand ton cheval, il ne court pas dans la vraie vie, en fait. Est-ce que tu vas jouer? Est-ce que tu vas associer ton cheval à un autre cheval, etc., etc. Donc c'est vraiment ce qu'on a voulu faire et c'est comme ça qu'on est arrivé à ce projet. Donc c'est ni Sorare ni Axie Infinity, mais c'est probablement un peu de tout ça. Et puis on espère que surtout, bah, plus tard, les gens se diront comment on fait le Stables du basket. Mhm. Et pour le coup, les NFT et la blockchain, ça intéresse surtout des jeunes investisseurs, des personnes qui sont plutôt dans la catégorie entre 20 et 40 ans, on va Ouais, dire. Un peu moins les gars comme Warren Buffett, on connaît ouais, son on avis sur les sait. cryptos. Et la question qui me vient, c'est est-ce que l'idée du projet est venue pour convertir des nouveaux joueurs, de nouveaux utilisateurs, des nouveaux clients, on va dire, ou alors c'est aussi dans l'idée de convertir les anciens qui étaient déjà là? C'est résolument recruter de nouveaux joueurs. C'est vraiment un parti pris et vous le voyez sur notre site, vous le voyez dans nos messages, en fait, on ne s'adresse pas à cette population-là. Non pas qu'on veuille l'exclure, mais c'est qu'on se dit, voilà, nous, notre mission, c'est de recruter de nouveaux joueurs. Donc il faut qu'on raconte l'histoire différemment et qu'on crée quelque chose d'un peu différent. Et ensuite, on n'utilise pas la blockchain pour parler à ces gens-là, en fait. Les caractéristiques de la blockchain et des NFT, la propriété d'un actif numérique, quoi, d'un cheval digital, Mm. en fait, que c'est quelque chose d'hyper marrant. Je suis propriétaire d'un cheval. Ce cheval, c'est mon cheval. Et il est lié à un cheval qui existe dans la vie réelle. Et en fait, la blockchain et les NFT nous permettent de faire ça. Mais on ne fait pas ça pour parler à une communauté. C'est juste, on trouve que cette façon de raconter l'histoire et de proposer le jeu, euh, elle est chouette. Elle est différente du pari. Et elle peut vraiment permettre d'enrichir tout un univers, tout un écosystème autour d'un jeu. Et donc c'est vraiment ça ce qu'on veut faire. Et est-ce qu'on peut avoir un tout petit peu plus de détails sur le jeu en lui-même? Comment est-ce que ça va fonctionner? Ouais. Et donc, justement, tu l'as expliqué juste avant que le NFT ce sera le cœur du jeu, mais quel sera son rôle dedans et comment est-ce qu'il s'intègre dans le jeu? Alors, le pitch, il est assez simple. Et après, je dévoile pas tout. C'est pas parce que je veux cacher ou parce que c'est parce qu'en fait, justement, on se dit que ça fait partie de la façon dont on va raconter l'histoire. Et puis aussi, on veut adosser. Il y a plein de sujets sur lesquels on a plusieurs idées, sur lesquels on a même travaillé sur plusieurs façons de faire. Et on se dit, ben, en fait, on constitue une communauté qui va nous aider à prendre des décisions, en fait. Et donc, c'est un point qui est important. Après, le pitch, il est hyper simple. L'idée, c'est de dire, je détiens un cheval numérique. Ce cheval, il est lié à un cheval qui existe dans la vie réelle, qui est un jeune cheval. La performance de mon cheval numérique vont être les mêmes que celles qu'il a dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'il va courir dans une course, il va gagner, bah, moi je vais gagner. Après, on se rend compte, ce que je vous disais tout à l'heure, que ça, c'est sympa, mais ce n'est pas suffisant. Et donc ce qu'on se dit, c'est qu'il faut qu'on introduise des mécaniques de jeu. Et donc il y a plusieurs possibilités. Il y a est-ce que je peux changer l'apparence de mon cheval? Est-ce que je peux changer un certain nombre de choses sur mon cheval? Deux, est-ce que je peux changer certains des attributs de mon cheval
pour modifier le résultat. Donc là, l'idée, c'est de dire, bah, ton cheval, il arrive troisième, là, il arrive sur la ligne, il est troisième, mais au moment où, au début de la course, bah, tu as activé un truc qui s'appelle un bonus plus 2, par exemple, et ce qui fait que bah, si ton cheval, il arrive troisième, en fait, tu vas gagner comme si tu avais été premier. Et donc là, tu as pris une décision, et donc cette décision-là, on a envie de la valoriser. On veut le permettre, et il y a plein de façons de le permettre en utilisant des choses. Parfois, je compare ça, il y a des choses du Uno, il y a des choses de Mario Kart, il y a des choses, plein de mécaniques de gamification qui nous paraissent amusantes. Et puis ensuite, il y a aussi, on est convaincu qu'il faut aussi qu'on ajoute une petite part d'aléa, qui est de dire, bon, bah, indépendamment des attributs, des décisions que tu as prises, une petite part d'aléa qui va aussi permettre à quelqu'un qui a un cheval qui n'est pas bon, qui n'a pas pris les bonnes décisions, mais quand même de temps en temps d'avoir une petite chance de gagner et de s'y retrouver. Mhm. Donc voilà le synopsis, on va dire, du jeu. D'accord. Et on a vu, il y a de plus en plus de marques, de plus en plus d'entreprises qui Ouais, se lancent également dans les NFT. On a vu, c'était notamment un grand phénomène dans les marques de luxe. ouais, On a vu Lacoste qui ont lancé leur collection. On a même vu Renault qui ont lancé leur collection également récemment. Euh, et on voit que chaque marque a son propre fonctionnement. ouais, Généralement, dans les marques de luxe, on va tourner plus autour des certificats d'authenticité. Un double digital en fait d'une œuvre ou d'une pièce de collection, par mm, exemple, qui va certifier ouais, l'authenticité et qui va permettre également un marché secondaire, ce qui est également quelque chose d'assez intéressant. Pour d'autres, ça va être juste la ouais, traçabilité de l'œuvre, qu'il a acheté, quand, comment, dans quelles conditions. Et ensuite, jusqu'à présent, on n'a pas vu de ce qu'on appelle le play to earn, c'est-à-dire on n'a pas vu une marque qui est arrivée, à part les marques américaines, je parle bien en France, parce que on a bien vu que NBA, ils ont fait ça, Nike, ils avaient fait ça, euh, des choses qui sont un peu plus poussées. Euh, cette collection-là, globalement, qu'est-ce qu'elle va permettre aux détenteurs des NFT? Qu'est-ce qu'ils pourront faire avec leur NFT? Alors il y a plusieurs choses. Il y a c'est une collection de NFT artistiques, quoi. C'est-à-dire que c'est un objet qui a été fabriqué par des artistes. Et donc, avant toute chose, c'est ça ce que c'est. C'est-à-dire que c'est un objet digital. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est le personnage d'un jeu. Et donc, ce personnage d'un jeu, il va vivre, évoluer dans le jeu, toujours en lien avec son double réel, mais de temps en temps en hybridant un peu la réalité, en rajoutant un peu de virtuel autour du réel, parce qu'on est convaincu que c'est aussi quelque chose que les joueurs attendent de nous. Le troisième, c'est que c'est un token qui va te permettre d'accéder à un univers. Et donc, moi, je crois beaucoup à cette idée de token gated experience dans lequel le fait de détenir le NFT va te donner droit à un certain nombre de choses, soit dans notre univers, soit dans celui de marques ou de projets amis. Et donc, ce qu'on veut aussi faire, c'est développer des partenariats et de construire quelque chose où bah, tu as le cheval Stables, tu as le token de tel autre projet, tu débloques quelque chose qui est exclusif pour les gens qui ont justement ces deux choses-là. Moi, je crois beaucoup à cette façon de travailler avec d'autres marques et de proposer des collaborations qui soient vraiment, vraiment importantes. Et donc oui, et ensuite, c'est un item de jeu en fait, c'est un vrai item de jeu et notre conviction c'est celle-là, c'est il faut qu'on creuse résolument cet aspect-là et que ce soit pas juste, on n'est pas en train de faire une ICO pour financer le développement du jeu en fait, on Mhm. travaille déjà sur le jeu, on est convaincu qu'en revanche bah, les premiers qui vont nous rejoindre, il faut qu'on leur donne un avantage significatif dans le jeu, une place particulière, quoi, cette génération alpha on aime bien, mais en revanche le jeu on ne va pas attendre 6 mois pour commencer à lancer des choses, on veut très vite introduire de la gamification et d'ailleurs on le fait dès la whitelist. C'est-à-dire qu'on a mis notre parcours de whitelisting, on a des quêtes, on a vraiment essayé de gamifier toute cette partie-là. Et on se dit, voilà, on veut que ça soit notre caractéristique et que les gens se disent, bon, voilà, ok, Stables, on a compris, c'est pas une collection de NFT en fait, c'est un univers de jeu et on va jouer en fait, c'est ça qui va être. Une marque de fabrique au final. Ouais, exactement. Et aujourd'hui, on associe le pari à un gain financier, ou à Ouais, une perte financière, évidemment. Euh, du coup, si on revient sur le projet en lui-même, si on gagne une course aujourd'hui, est-ce qu'on est rémunéré à travers le NFT si on a, on va dire, parié sur le bon cheval? ouais. Est-ce qu'il y aura un gain financier qui va Non, avoir le derrière? non, à ce jour, il n'y a pas de gain financier prévu, c'est-à-dire qu'on on réfléchit plutôt à un système de points, donc stables points, qui irriguerait, on va dire, toute l'économie à l'intérieur de notre jeu. Le gain financier qu'il pourrait y avoir, c'est si le cheval prend de la valeur, et donc bah, potentiellement mon cheval qui valait 10, il vaut 50, et donc bah, je fais une plus-value. Donc voilà, et puis notre enjeu, c'est de dire en revanche, comment est-ce que
pourquoi est-ce que ce serait intéressant de gagner en fait? Donc c'est en gros qu'est-ce que vont permettre de faire les points. Donc l'idée c'est de créer un équilibre et une économie où les points ils te permettent d'améliorer ton cheval, d'en changer l'apparence, éventuellement d'en avoir un nouveau, et de cette façon-là de t'intéresser à la performance de ton cheval. En revanche, en fait, si je fais gagner de l'argent, en fait, je deviens un jeu d'argent. Le jeu d'argent, il a plein de contraintes, il a plein de limites, il a plein euh, de, on va dire de barrières que pour l'instant, on n'a pas envie de franchir. Et par ailleurs, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, on n'a pas envie de faire comme si on ne savait pas que c'était du jeu d'argent si on te fait gagner de l'argent. Mhm. Donc en fait, notre idée, c'est de dire, euh, on observe ce qui se passe, on regarde les décisions qui sont prises, on discute avec ceux qui prennent les décisions pour comprendre et pour voir ce qu'il est possible de faire. Ce qui est sûr, c'est que si un jour il est possible de faire autrement et qu'on pense que c'est intéressant pour nos joueurs, pour le projet, en fait, on n'hésitera pas à le faire, quoi. C'est-à-dire que Mhm. on sait faire. La seule chose, c'est que voilà, on n'a pas voulu le prendre sous l'angle du pari déguisé. Mhm. Notre responsabilité, c'est de dire, bah non, c'est un jeu, on ne fait pas gagner d'argent. Mais si on est malin et qu'on fait quelque chose intelligent et qu'on organise bien l'économie à l'intérieur du jeu, bah, nos joueurs peuvent quand même s'y retrouver. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Aujourd'hui, le pari sportif, c'est un milieu qui peut parfois être controversé. On a eu affaire à des fois à des fraudes. Ouais. Lorsque les joueurs sont payés, par exemple, pour perdre, on a eu ça. Et aujourd'hui, l'idée de la blockchain, c'est de dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas mentir à la blockchain. Tu ne peux pas la trick, Mm. tu ne peux pas j'ai perdu le mot. Tu ne peux pas mentir sur la blockchain. Euh, la question que j'ai va s'adresser plutôt au business global de PMU, des courses de chevaux, etc. Mais est-ce que vous avez réfléchi à l'implémentation des différents fonctionnements de la blockchain en dehors de ce projet-là? Non, pour l'instant, non. C'est pas, En fait, on a un système d'information qui est robuste, hein, c'est-à-dire qu'on prend beaucoup de paris, hein, que ce soit sur les courses de chevaux, le pari sportif ou le poker. Et par ailleurs, c'est transparent, c'est-à-dire que nos joueurs, par exemple, sur les courses de chevaux, ils savent combien de gens ont joué, combien ont été joués sur tel cheval. Donc ça fait vraiment partie de notre ADN. Donc pour l'instant, on n'a pas un besoin d'ajouter la blockchain à cet univers-là, à notre système d'information actuel. Euh, Par ailleurs, on a un sujet, c'est le volume de transactions, la scalabilité des volumes Hmm. de transactions qu'on opère, sur lequel moi je ne suis pas convaincu de ce que je vois et de la façon dont on bosse sur les différentes blockchains, de, que ça réponde pour le moment à ce qu'on essaye à ce qu'on fait et à l'exigence qu'on a d'avoir un temps entre le moment où je prends une décision et le moment où elle s'exécute, qui soit vraiment celui de la demi-seconde, quoi. Hmm. Nous, nos parieurs, ils jouent jusqu'au départ, en fait. Et donc, c'est très important qu'on arrive à garantir ça. En revanche, si un jour on se rend compte que ces technologies permettent de sécuriser davantage, d'offrir plus de transparence, en fait, bien sûr qu'on le fera, mais on veut pas. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est on veut pas faire semblant en fait. On veut pas mettre de la blockchain pour faire de la blockchain en fait. Hmm. En revanche, si ça nous permet de proposer un meilleur service et de mieux, bah, bien sûr qu'on gardera. Je suis très content de cette réponse parce que je trouve que le mot blockchain est un peu devenu un buzzword Ouais, que beaucoup d'entreprises utilisent. C'est comme l'intelligence artificielle, ouais, blockchain, tokenisation, NFT. Je trouve que aujourd'hui, de toute façon, dès que la crypto-monnaie gagne en visibilité, notamment durant les bull markets ou autres, on a tendance à mettre ça un peu partout. On a des experts NFT et crypto qui apparaissent sur LinkedIn. ils deviennent experts AI. Voilà. Et c'est un peu partout pareil. Et les entreprises utilisent ce mot-là notamment pour des levées de fonds, pour intéresser une nouvelle clientèle, Ouais. pour aller vraiment. Alors que c'est juste ce coup de lac, alors qu'en dessous, la voiture, elle est morte depuis des années, quoi. Donc, et surtout, tu parles de scalabilité. Et en fait, ce qui me fait dire que, bah, en fait, déjà, tu comprends le fonctionnement de la blockchain. Tu comprends que Ouais. aujourd'hui, la blockchain ne serait pas adaptée si, par exemple, on voulait mettre tout le Twitter dessus ou tous les paris que tu peux aimer dessus. Et je pense que c'est un très bon point. Et voilà, c'est juste mon petit commentaire par rapport à ça parce que j'aime pas trop les gens qui vendent du rêve ou qui essayent de faire passer quelque chose pour ce qui ne l'est Mm. pas. Et pour le coup, là, c'est très clair. Et je pense que des fois, il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent juste se passer de la blockchain et utiliser juste un logiciel interne. Mais tu vois, c'est important ce que tu dis, c'est par exemple le choix de la blockchain. C'est un truc qui fait débat tout le temps. Euh, En fait, moi je trouve que ça peut faire débat, il n'y a pas de problème. En fait, il y a des blockchains, elles ont des caractéristiques, etc. Mais la question c'est,
euh, est-ce que tu le fais, ton projet, pour utiliser telle ou telle blockchain? Ou est-ce que tu fais ton projet et tu es assez convaincu qu'en fait, si tu l'adosses à une technologie blockchain, ça apporte de la valeur, ça va apporter de l'expérience et que la communauté, que les communautés que tu as envie d'adresser, bah, en fait, elles vont se sentir à l'aise avec le fait d'utiliser telle blockchain. Quoi, moi, je trouve que les espèces de petites guéguerres de techno, etc., mais comme les guéguerres de tokens, en fait, il y a un moment où on ne fait pas ça pour utiliser la blockchain, en fait. On fait ça pour créer une expérience, pour créer, nous dans notre cas, pour créer un jeu qui marche, qui plaise, qui permette à l'entreprise de gagner de l'argent, mais on ne fait pas ça pour utiliser la blockchain. Après, la blockchain, c'est un outil, c'est un moyen, c'est quelque chose qu'on va utiliser, qu'on va exploiter. On a besoin qu'elle soit fiable, on a besoin qu'elle soit performante, on a besoin qu'elle soit évolutive, on a plein de besoins. Et ensuite, on se pose ces questions-là. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on réduise ça à de la tech, parce que sinon, à la fin, ben, il ne restera plus que les techs, quoi. Mm. Totalement, totalement. Et du coup, tu as fait une transition parfaite pour la question d'après. Pourquoi Tezos? Pourquoi Tezos? Alors c'est une bonne question. Nous, c'est une décision qu'on a prise en mai dernier. Très honnêtement, on se grattait la tête, on regardait ce qui se passait dans l'univers Ethereum. On a discuté avec beaucoup d'autres blockchains. Il y avait pas mal de choses qui nous plaisaient. D'abord, la communauté Tezos nous paraissait certes plus petite que d'autres, mais très engagée, avec un bon niveau de ressources aussi pour pouvoir travailler dessus, quoi. On sentait qu'on avait des bons devs, des équipes qui étaient capables de nous accompagner. Le deuxième, c'est qu'on a trouvé qu'il y avait aussi beaucoup de projets assez qualitatifs, qu'il y avait beaucoup de projets qui étaient de bonne qualité et qu'il y avait assez peu de projets spéculatifs, de gens qui lancent un truc en disant je sors des trucs qui coûtent 10, je les revendrai 100, puis on verra après. Mm. En fait, il y avait moins ça. En fait, c'était assez frappant pour nous. Et puis après, technologiquement, le fait que ce soit une blockchain qui soit évolutive, que nous, en tant qu'entreprise et qu'acteurs, on puisse prendre part en fait en fonction de l'activité, de ce qu'on va y faire. En fait, on va pouvoir participer à sa gouvernance, on va pouvoir devenir un nœud de validation, on va pouvoir faire plein de choses. Et pour nous, c'est assez enthousiasmant et ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. On n'a pas envie de faire semblant en fait, si on peut prendre part. Et ça, c'est moins facile dans l'univers Ethereum parce que tu es toujours tout petit en Mhm. fait. Ouais. Donc voilà. Euh, et puis cette dimension, ouais, évolutivité de la blockchain nous paraissait vraiment intéressante. Le fait qu'on puisse déployer et qu'on en soit déjà un certain nombre de versions nous paraissait euh, intéressante, sécurisante. Et puis enfin, il y a la dimension environnementale. Au moment où on a pris la décision, c'était un vrai critère aussi. C'est-à-dire que nous, les seuls freins que j'ai eu à lever en interne, c'était la blockchain, ça pollue, c'est pas nécessaire, pourquoi vous faites ça? Euh, Bah, en fait, le fait de dire, bah, vous inquiétez pas, en fait, les opérations qu'on va faire sur Tezos, bah, tu vois, c'est l'énergie de 7 ampoules dans le couloir pendant l'année. Euh, et euh, et c'est sans doute déjà trop, mais en fait, quand tu pars, bah, tu l'éteins pas. Donc c'est le même niveau, donc il faut dédramatiser. On n'est pas là en train de. De euh, détruire le monde. voilà, exactement. Donc pour nous, c'était hyper important. Après, c'est une décision qu'on a prise. Moi, par ailleurs, je suis très satisfait du travail qu'on arrive à faire et de la façon, de la robustesse de ce qu'on a développé, de ce que les smart contracts nous permettent de faire par rapport à ce qu'on veut faire dans le jeu. Après, encore une fois, je sais que c'est un sujet qui anime, qui parfois suscite des débats. C'est un outil pour nous, en fait. Mm. On a vraiment envie de surinvestir parce qu'on a passé beaucoup de temps dans cet outil. On va vraiment tout faire pour faire en sorte que ça marche. Si un jour cet outil devenait limitant, ben, en fait, on changera d'outil. En fait, il n'y a pas de Mm. problème. Il y a plein de projets Sorar, ils ont déjà changé 2 fois. Euh, il n'y a pas de problème. C'est vraiment, c'est un outil. Ça nous parle à nous parce qu'on est dedans toute la journée. J'espère et je pense que dans quelques années, en fait, ce sera des débats derrière nous. Mm. Et puis par ailleurs, on fait aussi le pari que beaucoup de projets seront multi-chaînes en fait, et que Mm. le fait de démarrer un projet dans un environnement ne veut pas dire que demain tu ne pourras pas le faire sur un autre environnement en parallèle, tout en gardant ce que tu as déjà lancé, et que très probablement les blockchains, les wallets, etc., travaillent déjà à rendre compatibles ces univers-là. Donc pour moi, c'est amusant parce que quand on discute avec la communauté Web3, c'est le sujet principal. Mm. Et en fait, quand on discute avec des gens qui viennent plutôt du jeu, avec les gens qui s'investissent par ailleurs déjà dans la communauté, c'est un sujet secondaire en fait, c'est un sujet de tech. C'est très important parce qu'il faut faire des bons choix, Mm. mais c'est un choix qui doit rester secondaire. En fait, je pense que c'est aussi lié au fait que Ethereum, c'est aujourd'hui la blockchain qui a la plus grosse communauté Mm. et qui a le plus d'utilisateurs. Mais on a fait l'épisode justement, on a un podcast sur les NFT également.
Et on a parlé aujourd'hui, si une personne, par exemple, veut débuter dans les NFT, comprendre comment ça marche, Tezos, c'est le meilleur endroit. Parce que dans un premier temps, les coûts sont très minimes. Mm. Dans un second temps, tu as des artistes qui sont très petits, qui se lancent juste sur la blockchain, juste pour essayer de mettre les œuvres, etc. Et après, quand ils deviennent plus gros, ils Ils déploient basculent. d'autres œuvres sur Ethereum. Mais je pense que c'est un débat qui ne finira jamais. Enfin, de toute façon, on a la même chose sur le layer de Tether, lequel est le meilleur. Mm. À côté de ça, les autres L1, laquelle est la meilleure. Donc c'est une question de tech, mais je pense que il y a aussi un autre côté, et justement c'est dans la question d'après, je voulais revenir dessus, puisqu'on parle de la communauté en termes d'utilisation. Ouais. Aujourd'hui, les projets qui, entre guillemets, marchent le mieux sont ceux qui sont lancés sur Ethereum. Parce que justement, tu as cette masse d'utilisateurs. Et donc, le fait de se lancer sur Tezos, ça peut potentiellement, entre guillemets, porter préjudice. Et la question que j'ai, c'est, imaginons que vous sortez votre collection et que vous ne vendez pas tout. Comment est-ce que ça vous affecte? Est-ce que vous continuerez le projet ou est-ce que vous le tournerez d'une autre manière? Comment est-ce que ça se Euh, passera? Bah déjà, quoi, là, on est 100% mobilisé sur le pont pour faire en sorte que justement on vende tout, quoi. C'est-à-dire que notre enjeu, c'est celui-là. Après, encore une fois, en fait, on est déjà en train de travailler sur l'après. C'est pas pour tout jeter à la poubelle le jour du mint et quoi qu'il arrive. Notre job, et vraiment, moi, c'est ce qu'on fait depuis bientôt un an, hein, c'est on pivote tous les jours, tous les jours. Tous les jours, on se dit, en fait, on va aller là, puis ensuite, on regarde d'autres projets, et puis ensuite, et on se dit, OK, bon, bah là, peut-être qu'on a été un peu trop vite. Bah, en fait, ça fera partie de ces aléas-là. Ce qu'on se dit, c'est sans doute pas la blockchain. En fait, si jamais on n'arrive pas à convaincre, c'est sans doute pas la blockchain l'argument principal. Et en fait, moi, ça m'embêterait de recruter des joueurs qui viennent juste parce qu'en fait, ils ont un wallet MetaMask et que c'est plus facile de le faire comme ça. Parce qu'en fait, je sais que demain ou après-demain, c'est ceux qui seront les moins engagés dans la communauté, en fait. Mm. Et donc, euh, par ailleurs, quand tu as un MetaMask, ouvrir un Temple, ça prend vraiment 12 secondes, quoi. C'est complètement indolore. Donc, pour moi, la question, c'est, je me dis, oui, il y a plein de projets qui marchent sur Ethereum, mais parce qu'il y a plein de projets qui se lancent sur Ethereum, et il y a plein de projets qui foirent sur Ethereum. En fait, c'est juste qu'il y a une masse de projets qui font que, bah, il y a beaucoup de projets qui réussissent, qui sont effectivement là-dedans. Euh, mais je ne pense pas que ce soit parce que c'est sur Ethereum qu'ils réussissent. C'est parce que c'est des bons projets. Et donc voilà, et donc quoi, moi je n'envisage pas du tout le choix qu'on a pu faire comme étant un truc limitant. Je me dis, si jamais on n'y arrive pas, c'est parce que bah, en fait, ce qu'on fait, la façon dont on le commercialise, la façon dont on le raconte, on le fait sans doute pas assez bien par rapport aux gens qu'on adresse. Mais il y a suffisamment de wallets compatibles avec Tezos, adressables, on va dire, pour qu'on arrive à au moins réussir cette première étape. D'accord. Donc ça n'affectera pas l'avenir du Non, projet, dans non, tous les cas. dans tous les cas. Très bien. Sur la roadmap, sur le Ouais, site, aujourd'hui, vous parlez d'une expansion internationale. ouais. Donc, aller à l'international. Moi, la première question que j'ai, c'est est-ce qu'aujourd'hui, PMU opère uniquement en France ou est-ce que vous avez des activités aussi dans d'autres pays? Ouais, on a des activités on est présent donc en général via des partenaires, hein, des partenaires B2B avec lesquels on bosse, donc d'autres entreprises de Paris en général, ou d'organisations de courses. Et donc on est présent dans plus de 50 pays. Donc pour nous, c'est une part importante hein, de notre activité. On fait une grosse partie de notre chiffre à l'international, mais c'est plutôt B2B, c'est-à-dire qu'on commercialise la possibilité de parier, les datas, les images des courses avec ces autres pays, et puis on accueille les paris des joueurs étrangers qui viennent parier sur les courses françaises D'accord. via leur opérateur. Donc nous, on est déjà connecté à cet écosystème-là et ce qu'on se dit et la conviction qu'on a avec l'équipe, c'est de dire, et on le voit là depuis qu'on a lancé le projet, c'est qu'on a des gens du monde entier qui se connectent sur la plateforme, qui sont séduits par cette approche-là. Et en fait, on discute déjà avec nos partenaires à l'étranger et donc on se dit, bah, il faut qu'on ajoute des shows étrangers, il faut qu'on ajoute des courses étrangères et très vite, en fait, qu'on propose cette expérience-là et qu'on arrive à évangéliser au-delà des simples courses françaises. Alors après, on a de la chance, on est en France, c'est parmi les plus belles courses du monde. Euh, mais voilà, on se dit, discutons avec les Anglais, les Irlandais, avec Hong Kong, avec voilà, tout cet écosystème-là qui sont des vraies terres de course et que ça a l'air d'intéresser. D'accord. Et donc, ce sera toujours avec les partenaires du PMU, du coup, Bah, que vous allez aller à l'international? alors, pas forcément avec les partenaires du PMU. Souvent, les partenaires de PMU sont des opérateurs de paris, donc qui organisent les paris. Et nous, nos interlocuteurs, c'est plutôt les gens qui organisent les courses.
Ça dépend des pays, ça dépend des organisations, mais en gros, c'est comme ça que ça se passe. En revanche, on utilise assez souvent les contacts qu'on a dans certains pays pour rentrer en contact avec les sociétés organisatrices des courses. On leur explique le projet, on explique comment on les rémunère aussi, comment on rémunère l'usage et les droits qui sont associés au fait qu'ils organisent les courses. Et puis ensuite, en fonction de si ça les intéresse ou pas, on contractualise directement avec eux. Et cette expansion à l'international, est-ce qu'elle va changer quelque chose au sein du projet? Ou est-ce que le projet va rester comme il est Elle va changer forcément parce que nous, on est assez convaincus qu'elle peut nous faire passer dans une autre dimension. Donc voilà, on veut pas, on veut pas d'un projet à la française en fait. En fait, on est assez convaincus on a un actif, on a quelque chose, on a un matériau de bonne qualité en France. Et on se dit voilà, si tu es un joueur anglais par exemple, les courses en Angleterre, elles sont de bonne qualité, il y a des super chevaux. Bon, en fait, très vite, tu vas avoir envie, ça va t'amuser ce qu'on fait, ça va t'amuser mais tu vas avoir envie de pouvoir avoir ton cheval en Angleterre, Mhm. qui est celui que tu préfères, etc. Donc, pour nous, c'est assez important qu'on aille vite aussi sur ces sujets-là. Pour clôturer cette interview, on va avoir deux dernières questions. Ouais, La première, c'est quand retrouver la collection? Comment accéder aux NFT? Où est-ce qu'on peut trouver toutes ces informations? ouais. Donc, tout playstables.io, c'est notre site. Donc, play comme play et stables comme une écurie ou au pluriel. Playstables.io, il y a toutes les informations. Ensuite, il y a le lien vers le Discord dans lequel tout se passe, on va dire le cœur du réacteur. Le lien apparaît juste là, Juste actuellement. au-dessus. Et ensuite, euh, les NFT, dans les prochaines semaines, on annoncera les dates effectives de mint et ensuite la révélation des chevaux, à mon avis, pareil, dans les semaines qui suivent. Très bien. Alors, du coup, le site, c'est affiché juste là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser une dernière question. C'est une question qu'on pose à tous nos intervenants. Ouais, Parce que ce qui nous intéresse, c'est aussi l'investissement global. Aujourd'hui, on ne parle pas uniquement de crypto, on parle également de la bourse, de l'immobilier et des investissements alternatifs. mm, Et on aime bien justement ce côté-là. Et ce qu'on aime bien aussi, c'est de savoir dans quoi est-ce que les personnes qu'on interviewe investissent. Et donc aujourd'hui, la question, elle est très simple. Dans quoi est-ce qu'aujourd'hui tu as déjà investi en titre perso? Ah, c'est une bonne question. Donc j'ai investi un peu dans crypto, euh, Bitcoin, Ethereum et Tezos, quoi, XTZ, en cohérence, on va dire. Euh, j'ai investi pas mal dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, quand j'avais cette possibilité-là d'avoir D'avoir euh, des parts en fait ouais, d'entreprise? ou en tout cas des stocks que tu peux exercer, etc. Donc bon, là, c'est pas possible au PMU, mais voilà, je l'ai fait avant. J'ai investi dans quelques projets d'entreprise, notamment dans mon entourage. Donc voilà. Et sinon, j'ai investi assez peu, on va dire. Je fais D'accord. l'écureuil. Pas de bourse, rien de... Si, pas un d'im- peu, mais quoi, voilà, c'est des actions simples, D'accord, pas de trucs exotiques. d'accord. Très bien, c'est intéressant. Et du coup, pour finir, un mot de fin pour cette interview. Ah, non, moi j'ai trouvé que c'était chouette de vous parler, de vous présenter le projet. Euh, c'est intéressant parce que on est beaucoup questionné sur le pourquoi on le fait. Je trouve ça aussi sympa de le partager avec vous, le comment on le fait en fait, et de raconter derrière toute l'histoire de cette équipe qui a travaillé dur pour que ça arrive, et puis là ça arrive, et donc voilà. Donc moi, pour moi, c'était important aussi de le partager et de l'associer avec eux. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup à France Gallo pour cet endroit totalement magnifique et qui, pour une fois, est vide donc, et qui est très calme avec cette vue qui est incroyable avec la tour Eiffel que vous voyez juste derrière nous. Si vous avez apprécié cette interview, n'hésitez pas à aller regarder le site, regarder la roadmap, rejoindre le Discord, rejoindre Twitter, juste vous renseigner sur le projet. Comme d'habitude, on interviewe les projets qu'on aime bien et qui soit nous contactent, soit qu'on contacte nous. Et on trouvait que c'était aussi une bonne initiative de la part de PMU, puisque aujourd'hui, l'image de PMU n'est pas associée forcément avec l'image de la blockchain, elle n'est pas forcément associée avec l'innovation en elle-même. Aujourd'hui, quand on parle de PMU, on pense justement à l'hippodrome de Longchamp, on pense aux paris sportifs, on pense à ces petits logos verts qu'on voit au-dessus de certains bars. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a aussi une initiative d'aller plus loin, une initiative d'aller découvrir tout ça, ce nouveau domaine dont on parle souvent. Et en tout cas, c'est chouette et hâte de voir comment ça va se passer pour vous. Et Merci puis, beaucoup. si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner. On vous dit à la prochaine. Salut!